Bonjour à tous les internautes qui nous rejoignent sur ce Facebook Live pour cette nouvelle conversation du CRIF. Demain, nous serons le 27 janvier, la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Pour en parler, j'ai le plaisir ce soir de recevoir Karel Frakapan, directeur de projet et de programme éducatif à l'UNESCO. Bonsoir Karel. Bonsoir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle aux internautes qu'ils peuvent poser leurs questions en commentaire sous le live Facebook et que notre invité y répondra à la fin de notre échange. N'hésitez pas. Alors, Karel, donc nous le disions, demain, nous sommes le 27 janvier, un jour particulier puisqu'il s'agit de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. C'est une journée qui a été instaurée par les Nations Unies. Alors, ma première question, c'est depuis quand cette journée existe-t-elle et que représente-t-elle aujourd'hui pour les Nations Unies? C'est une journée qui a été l'objet d'une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies en 2005, qui demande aux Nations unies de développer des programmes éducatifs relatifs à la mémoire de la Shoah et à la prévention des génocides. Et cette même résolution de l'Assemblée générale des Nations unies a été reprise par la Conférence générale de l'UNESCO en 2007. Et c'est depuis lors que l'UNESCO organise également des commémorations autour de la libération ou de la découverte d'Auschwitz par les troupes soviétiques. C'est une journée importante, d'abord parce que c'est la première journée internationale consacrée à ce sujet, et c'est la journée qui est suivie par les instances de l'ONU et par de nombreux pays à travers le monde, puisque c'est le moment, effectivement, où la communauté internationale, avec ses représentants, le secrétaire général de l'UNESCO et des autres responsables, se réunit autour de cette mémoire-là et honore la mémoire des disparus et également le travail et le témoignage des rescapés. C'est aussi un moment très important puisque c'est pour nous un moment de plaidoyer pour les États membres pour faire en sorte qu'ils s'intéressent à cette question, qu'ils réfléchissent à la qualité des programmes qui sont mis en œuvre dans leur pays, qu'ils développent effectivement des commémorations, mais aussi des programmes éducatifs, des programmes d'histoire, qui réfléchissent aux questions liées à la préservation des lieux, tout ce genre de questions qui font que la mémoire de la Shoah peut s'épanouir et peut être l'objet de discussions, j'allais dire, pacifiées dans les sociétés les plus concernées. Et puis, c'est aussi un moment pour nous pour faire en sorte de rendre hommage aussi au travail de la société civile et puis au travail des mémoriaux et des historiens. Donc, c'est vraiment une journée importante dans la vie des Nations Unies et dans la vie de l'UNESCO en particulier. Et donc, cette journée, au-delà de mettre en avant toutes les initiatives qui ont lieu tout au long de l'année, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Alors, je parle en général et peut-être plus particulièrement cette année 2021 qui est, comme chacun sait, un peu spéciale. Comment ça se déroule? Est-ce qu'il y a des cérémonies? Est-ce qu'il y a des thèmes? Comment est-ce qu'ils sont décidés? Comment tout ça se passe? Alors, chaque année, l'ONU à New York et l'UNESCO à Paris, mais aussi l'Office des Nations Unies à Genève organise une série d'activités. Donc, c'est quelque chose qui se fait effectivement depuis 2005 pour l'ONU, et puis depuis 2006, puis depuis 2008 pour l'UNESCO, un petit peu moins à Genève. Cette année sera un petit peu particulière, d'abord par rapport au format, puisqu'on ne peut pas réunir de gens dans des grandes salles de réunion de l'ONU ou de l'UNESCO. Et nous avons décidé de faire une commémoration conjointe, donc, qui réunira et le secrétaire général des Nations Unies et la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. Donc, c'est une commémoration conjointe UNESCO-ONU en partenariat avec l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, IHRA, qui est présidée aujourd'hui par l'Allemagne et qui sera donc représentée lors de cette commémoration par la chancelière allemande Angela Merkel. Donc, on a ces trois personnalités, si vous voulez. Et ce que l'on va faire dans ce cadre, c'est d'abord une commémoration, donc avec ces personnalités politiques, j'allais dire, avec des interventions de certains États membres, vont intervenir les États-Unis, Israël, le Canada également, qui travaille beaucoup sur cette question et qui voulait mettre en valeur son travail. Et puis, on va avoir un aspect un petit peu cérémoniel avec de la musique, par exemple le violoniste Renaud Capuçon, qui est artiste pour l'appel UNESCO, va interpréter un morceau musical depuis le grand hall Ségur de l'UNESCO, au milieu de portraits de rescapés. Nous avons également des violonistes
Sarah et Deborah Nemtanou, qui sont des violonistes franco-roumaines, qui vont également jouer depuis la crypte du mémorial de la Shoah. Et puis, il y aura aussi un Kaddish, El Malé Rahamim, qui sera interprété par une cantor de la synagogue centrale de New York, depuis la synagogue centrale de New York. Donc, c'est un événement en ligne, virtuel, avec des éléments enregistrés, puis des interventions de grandes personnalités politiques. J'ai envie de dire aussi, Marie-Sarah, que c'est exceptionnel aussi par rapport au contexte, bien entendu, qui va guider notre format, mais les thématiques vont s'en sentir un petit peu, je vais dire, déterminent aussi un petit peu les contenus qui ont été décidés cette année. Dans le contexte de Covid, c'est aussi un contexte de désinformation, d'antisémitisme accru en ligne. Et on a voulu mettre un petit peu l'accent sur cette question-là, et en particulier ce que l'on appelle chez nous la falsification de l'histoire de la Shoah. Et donc, on va avoir un débat, une table ronde, avec un certain nombre de grandes personnalités autour de cette question, non seulement du déni, de la négation, mais aussi de la falsification, qui, nous considérons, est un problème lié à la désinformation, que l'on trouve aujourd'hui très diffuse sur les réseaux sociaux. La question de la falsification, c'est aussi quelque chose que la présidence allemande de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste a voulu mettre en avant et sur laquelle nous travaillons. C'est l'idée, non pas du déni direct des faits de la Shoah, mais de leur déformation, de leur falsification pour des motifs souvent politiques. Par exemple, ça va être de faire des comparaisons avec d'autres événements qui n'ont rien à voir avec la Shoah ou avec un autre type de crime de génocide, par exemple. Ça va être des manipulations politiques par certains gouvernements, à visée généralement nationaliste, pour remettre un petit peu au goût du jour, pour revaloriser des personnages qui ont participé aux crimes commis contre les Juifs, etc. Donc cette idée de la falsification, pas une négation proprement dite, mais qui est une manipulation des faits. Donc ça va être l'objet demain d'un débat qui suivra la cérémonie, qui va durer environ 1 heure. On a quand même des personnalités telles que Deborah Lipstadt, qui est bien connue, l'historienne américaine, Philip Sands, l'auteur et juriste britannique. On a aussi Marianne Turski, qui est rescapé polonais et qui est un grand personnage dans son pays internationalement, une voix importante des rescapés. Et puis on a aussi la participation de Serge Klarsfeld qui viendra intervenir dans ce débat. Donc c'est une grosse journée qui nous attend. Ça va commencer demain à partir de 17h en ligne sur le site de l'UNESCO, sur le site des Nations Unies. Ok, donc voilà, la cérémonie et le débat à suivre donc demain sur le site de l'UNESCO. N'hésitez pas à vous joindre à cette commémoration, puis à ce débat qui s'annonce vraiment intéressant et important. Alors, bon, Karel, nous l'avons dit, vous travaillez à l'UNESCO. Alors, peut-être pouvez-vous rappeler ce qu'est un petit peu plus précisément cette institution, cette instance, aux internautes qui nous écoutent, et préciser comment l'UNESCO matérialise son engagement pour les problématiques mémorielles. Comment ça se passe concrètement, la transmission de la mémoire, le travail de la mémoire à l'UNESCO aujourd'hui? Comme son nom l'indique, c'est l'Organisation des Nations Unies pour la science, pour la culture, pour l'éducation, pour la communication aussi. Donc en matière d'éducation, c'est effectivement l'agence qui est en charge du développement des programmes éducatifs dans le monde et de mettre en œuvre les grandes priorités des Nations Unies en matière d'éducation. Parmi ces priorités, nous avons l'une d'entre elles, que l'on appelle la citoyenneté mondiale, qui est en gros un chapeau qui couvre toutes les questions liées à l'éducation à la paix, l'éducation aux droits de l'homme et l'éducation à la citoyenneté en général. Ça, c'est l'une des grandes priorités des Nations Unies aujourd'hui. Et à l'intérieur de cet ensemble, nous avons développé des projets relatifs à l'enseignement de l'histoire de la Shoah. Ça fait déjà quelques années que l'on fait ça. L'UNESCO a commencé à travailler là-dessus vraiment en termes de contenu éducatif à partir de l'année 2011-2012 à peu près. Et aujourd'hui, c'est un programme qui tourne et qui va bien au-delà des commémorations que l'on organise chaque année. C'est la seule organisation des Nations Unies qui a véritablement un programme éducatif sur la mémoire de la Shoah. Alors, comment ça se manifeste? D'abord, l'UNESCO, c'est une organisation globale. On travaille avec tous les pays du monde.
en théorie. Donc effectivement, notre idée, c'est d'aborder la question de l'histoire de la Shoah à travers la question de comment enseigner les passés difficiles, les passés traumatiques. Et donc, comment aborder la question de l'histoire des génocides et, au-delà de l'histoire des génocides, la question de la prévention. Qu'est-ce qu'on apprend du passé? Comment est-ce qu'on intègre ça dans les programmes scolaires de manière à pouvoir contribuer à prévenir la résurgence d'événements similaires, mais aussi comment traiter par l'école des événements traumatiques de son pays. La Shoah est l'événement central pour nous en la matière, et puis c'est l'événement central en ce qui concerne le développement, j'allais dire, de tout un ensemble de règles internationales qui contribuent à la prévention des génocides aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'on a un programme, en fait on l'intitule Enseignement de l'histoire de la Shoah et des génocides, ce qui nous permet aussi d'englober certains autres cas d'atrocités qui se sont déroulés dans d'autres régions du monde. Alors, ce que l'on essaie de faire, c'est un petit peu, j'allais dire, en fonction des contextes dans lesquels on travaille. Généralement, on fait beaucoup de formations. Ça, c'est l'idée. On a développé des outils, des recommandations, et on essaie de faire des formations dans certains pays. Ça fait depuis quelques années aujourd'hui qu'avec le musée de Washington, de l'Holocauste de Washington en particulier, que l'on développe des formations dans des pays qui ont un passé particulièrement difficile. Alors, ça peut être des pays européens qui ont encore des difficultés à traiter de la question de la Shoah, où il y a des débats et où la question sur le plan éducatif demeure un véritable enjeu. On l'a fait dans plusieurs pays, en Ukraine par exemple, en Hongrie, où ça peut être difficile quelquefois, en Lituanie. Et on a travaillé avec des pays qui ont une histoire de génocide, par exemple la Namibie, ou alors avec des pays qui ont une histoire très traumatique comme l'Indonésie ou des pays en Amérique latine, par exemple, en ce qui concerne les crimes commis contre les populations indigènes et puis naturellement les crimes commis par les dictatures militaires. On a travaillé beaucoup avec le Guatemala, par exemple. C'est l'histoire du génocide des Mayas là-bas. Donc, il y a un contexte global et en même temps, il y a un certain nombre d'activités qui sont vraiment focalisées sur cette histoire de la Shoah. Et depuis quelques années, on essaie de développer cela et de faire en sorte que cette histoire-là entre dans les programmes scolaires d'autant de pays que possible, en tout cas tous les pays qui peuvent s'intéresser à la question. Il se trouve, et c'est pour ça que j'ai mentionné ceci, que souvent ce sont des pays qui eux-mêmes ont un passé particulièrement traumatique, même si ce n'est pas la Shoah. Okay. Alors, on a parlé spécifiquement de la question de la mémoire, de la transmission de la Shoah, mais aussi des autres génocides, des autres crimes contre l'humanité. Sur la question de l'antisémitisme, c'est aussi un volet important pour les Nations Unies et pour l'UNESCO. Comment, à nouveau, ma question, comment à nouveau ça se concrétise vos actions, alors peut-être plus spécifiquement à l'UNESCO, de lutte contre l'antisémitisme moderne, en tout cas tel qu'on le vit actuellement en France et plus largement en Europe et dans le monde? Alors effectivement, c'est l'objet d'un programme spécifique. On a voulu développer ce programme, j'allais dire de manière pas complètement liée à l'histoire de la Shoah, parce qu'on a voulu mettre l'accent sur le fait que l'antisémitisme est aussi une question contemporaine qui touche des pays aussi divers que possible, même des pays qui n'ont pas d'histoire juive ou des pays dans lesquels il n'y a pas, jamais eu, ou il n'y a plus de communauté juive. Donc on a voulu mettre l'accent vraiment sur la question présente, l'antisémitisme tel qu'il se manifeste aujourd'hui, à travers des actes d'intolérance, de discrimination ou de violence, voire même de violence extrême comme des meurtres, comme ça s'est déroulé en France et dans d'autres pays. Alors, d'abord, pour nous, c'est une question de plaidoyer. C'est de faire en sorte que les États membres comprennent que c'est un problème, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas. Voilà. Que c'est un problème contemporain. Par exemple, vous allez travailler souvent avec des pays européens et lorsque vous vous adressez au ministère de l'Éducation, on va vous dire on fait beaucoup de travail sur l'histoire de la Shoah, mais finalement on se rend compte qu'ils ne travaillent pas nécessairement beaucoup sur les questions d'antisémitisme aujourd'hui qui se manifestent naturellement pas du tout de la même manière et pas du tout dans le même contexte. Donc on va travailler vraiment sur ces questions-là. Donc il y a tout un travail de plaidoyer que l'on fait d'ailleurs avec les Nations Unies. En 2018, on a organisé une très grosse conférence pendant l'Assemblée générale des Nations Unies pour vraiment mettre en avant cette problématique-là, en mettant un petit peu le focus sur la question de l'extrémisme violent, qui est un problème
réponse est globale, Ouais. en mettant en avant le fait qu'un certain nombre d'idéologies extrémistes violentes, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient politiques ou autres, avaient quand même comme point commun souvent l'antisémitisme, pas toujours, mais souvent l'antisémitisme. Et donc c'était montrer que l'antisémitisme avait un effet véritablement concret, dévastateur et global sur l'état du monde, j'allais dire. Donc c'était pas un problème qui concernait des petites communautés dans certains pays seulement, mais que c'était véritablement un problème global et dévastateur, meurtrier. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que l'on a fait, c'est qu'on a créé des alliances autour de nous avec d'autres organisations internationales, en particulier l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui a un mandat spécifique sur la question de l'antisémitisme, pour pouvoir développer des outils pour les ministères de l'éducation. Okay. Comment faire pour faire en sorte que les systèmes éducatifs contribuent à la prévention de l'antisémitisme, mais comment faire aussi pour enseigner la question de l'antisémitisme. Enseigner la question de l'histoire des Juifs, de l'histoire de la Shoah, c'est une chose, la culture du judaïsme et des cultures juives, mais aussi enseigner la question de l'antisémitisme. Donc, il y a ce point-là. Et troisième volet, j'allais dire, de ce type de recommandation que l'on développe, c'est comment prévenir l'antisémitisme dans les contextes éducatifs, quand il se manifeste. Véritablement, qu'est-ce qu'on fait quand on est enseignant? Qu'est-ce qu'on fait quand on est directeur d'école? Donc, on a développé un certain nombre de publications. La toute dernière publication, c'est vraiment une très grosse publication pour les centres de formation. Hein, notre idée, c'était d'abord de partir de ce qu'on appelle littéralement du législateur, et puis d'essayer d'englober tout le système éducatif. Qu'est-ce qu'on peut faire du législateur à la classe? Et on a voulu se focaliser ensuite sur la formation des enseignants. Donc, on a développé des recommandations relatives véritablement aux formateurs d'enseignants et aux directeurs d'école. Donc là, ont été publiées au mois de décembre des recommandations pour les écoles primaires, formateurs des enseignants dans le primaire, des enseignants dans le secondaire, des enseignants dans l'éducation professionnelle, et pour les directeurs d'école. On a fait ça avec l'OSCE et avec l'Université de Londres, qui a un institut spécialisé sur ces questions-là. Donc ça, c'est un petit peu notre... Après le plaidoyer, vous avez le développement de recommandations techniques. C'est véritablement du travail technique. Et troisièmement, ce que l'on veut faire, c'est vraiment ce dans quoi on est aujourd'hui, c'est la formation proprement dite, c'est-à-dire aller travailler directement avec les responsables des ministères de l'Éducation, les enseignants, et faire de la formation. Donc, bon, évidemment, on ne peut pas travailler, j'allais dire, partout et tout le temps. Donc, il faut vraiment former des gens à un certain niveau dans les ministères de l'Éducation qui ensuite développent ce travail sur le plan national. On a fait ça donc, en partenariat avec l'OSCE, aussi avec le Congrès juif mondial, avec le Commissariat aux droits de l'homme également à Genève. Et on a touché peu plus de 60 pays, 64 pays, je crois, en 2019 et 2020. Alors, toutes les régions du monde étaient représentées, hein, de l'Asie centrale à l'Amérique latine, en passant par l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et l'Europe, l'Amérique du Nord, etc. Donc, notre idée, c'est de poursuivre ces formations avec les pays qui en ont le plus besoin et qui démontrent le plus d'intérêt pour le faire aussi. Et ce que l'on va faire là maintenant, c'est développer des cours en ligne, puisque le contexte, j'allais dire, nous y oblige, on peut plus faire de formation en présentiel. Donc, on va développer des cours en ligne, ce qui nous permet de travailler d'ailleurs sur du plus long terme. Et ensuite, on va développer des formations au niveau national ou sous-régional avec les pays intéressés. Donc, on est en train de préparer, par exemple, des formations avec des pays d'Asie centrale, avec des pays du Caucase, avec des pays des Balkans, du sud-est de l'Europe. Donc, voilà, il y a cet aspect-là. Il y a aussi, naturellement, l'aspect, et j'en parlais tout à l'heure, de la distorsion, la falsification de l'histoire de l'Holocauste et puis de la négation de la Shoah. Et donc, c'est un petit peu le lien aussi entre notre travail sur l'histoire de la Shoah, l'histoire et la mémoire de la Shoah, et puis l'antisémitisme contemporain. C'est naturellement la question du déni, puis une forme contemporaine d'antisémitisme, et puis la question de la falsification. Là, on est en train de regarder, de développer une étude en ligne avec l'Université d'Oxford et le Congrès juif mondial, et puis nos collègues aussi à New York, de l'ONU, pour évaluer comment dire, l'impact de la falsification et de la négation de la Shoah en ligne dans les réseaux sociaux. Donc, c'est pour avoir un petit peu un panorama, un état de la situation, tout d'abord, et puis surtout pour bien connaître les sources. Qui est-ce qui diffuse ce genre d'informations? Où est-ce que c'est diffusé? Qui est-ce qui la reprend? Comment est-ce que c'est disséminé? Quel type d'argumentation est mise en avant, etc., etc. Donc, on a lancé ça, là, c'est parti depuis quelques jours,
et on espère avoir un premier rapport d'ici au printemps 2021. Okay. Ça, c'est l'une des grosses priorités, aussi bien en matière de, naturellement, enseignement de l'histoire de la Shoah, puisque ça va nous aider à développer aussi des outils pour les enseignants pour enseigner l'histoire de la Shoah, mais aussi en matière de prévention de l'antisémitisme contemporain, puisque c'en est une forme. Un programme vaste, donc, les internautes l'auront compris. Malheureusement. Alors, ouais, je change un tout petit peu de sujet, de focale. On parle donc là du 27 janvier, c'est une journée importante en France. Le président de la République, par exemple, participe à certains événements, que ce soit en France ou à l'étranger. L'année dernière, par exemple, pour les 75 ans de la libération donc, du camp d'Auschwitz-Birkenau. Quelle distinction est-ce qu'on fait avec Yom HaShoah, qui est donc cette journée du souvenir qui est commémorée en Israël et qui est reconnue en fait assez officiellement comme la journée de mémoire de la Shoah. Comment on peut distinguer ces deux journées? Yom HaShoah, c'est la journée telle qu'elle apparaît dans le calendrier hébraïque et c'est la journée qui est commémorée en quelque sorte par les communautés juives. C'est aussi la journée officielle pour l'État d'Israël, pas que pour l'État d'Israël, c'est aussi la journée officielle pour les États-Unis et pour le Canada. On pourrait presque dire que c'est aussi la journée, c'est pas exactement la même date, c'est pas toujours à la même date, puis ça dépend des calendriers, pour la Pologne, puisque la Pologne a comme journée nationale la journée de commémoration du soulèvement du ghetto de Varsovie. Donc, le 27 janvier, comme j'ai expliqué, c'est la journée des Nations Unies. C'est aussi la journée qui avait été décidée par le Conseil de l'Europe, donc pour le pays du Conseil de l'Europe, et c'est la journée qui effectivement est commémorée également par l'Union européenne. Donc ça, c'est vraiment une journée internationale. Après, la France, comme tous les pays intéressés, marque cette journée-là à l'unisson avec le reste du monde qui le fait. Mais la journée aussi, la France aussi a sa journée nationale, la commémoration de la rafle du Veldiv. Donc, ça dépend véritablement des pays. Mais effectivement, le gros du travail en ce qui nous concerne, c'est le 27 janvier. C'est là qu'on fait notre grand travail de plaidoyer. Après, libre aux États membres de développer leurs propres activités commémoratives selon leur propre calendrier, en fonction de leur propre histoire et de leur contexte. Et donc, on le rappelle, le 27 janvier qui a été choisi puisque c'est la date de libération du camp d'Auschwitz-Birkenau par l'armée rouge. C'est exact. Alors, à Auschwitz, c'est important pour nous puisque c'est aussi un lieu de mémoire qui est reconnu par l'UNESCO à la mémoire de l'humanité. Donc, c'est un site qui est particulier avec lequel, au patrimoine de l'humanité, pardon, avec lequel on travaille au quotidien et qui va aussi organiser une commémoration demain avec le convoi du feu. Alors, cette année, l'UNESCO accueille un projet très particulier, au-delà de toutes les activités liées à la fois à la lutte contre l'antisémitisme et à la transmission de la mémoire. Ce projet, c'est l'exposition Lest We Forget de l'artiste Luigi Toscano. C'est une exposition qui présente des photos en grand format de portraits de survivants de la Shoah. Parlez-nous un petit peu de cet accrochage qui est abrité donc chez vous à l'UNESCO à Paris, à l'intérieur et surtout tout autour des grilles du siège de l'UNESCO. Alors, c'est un projet qu'on a mis en place avec donc Luigi Toscano, qui est photographe, qui est réalisateur de films allemand, qui est basé à Mannheim, et qui, depuis 5 ans, eh bien, va à la rencontre de rescapés de la Shoah, et puis aussi de rescapés d'autres persécutions nazies, comme des Roms, par exemple, des personnes qui ont été des Polonais, des Ukrainiens, mais essentiellement des victimes de la Shoah, enfin des rescapés de la Shoah, et il les interviewe et il les photographie. Il recueille quelques-uns de leurs mots qu'il attache à une photographie. Ce sont des photographies qui sont surprenantes, qui sont très très intenses, qui sont véritablement extraordinaires et qui sont imprimées dans des formats un petit peu géants. Et l'idée de Luigi Toscano, c'est de transporter à travers le monde. Donc, on a rencontré Luigi et puis on a décidé, avec nos partenaires du Congrès juif mondial, avec l'Allemagne, l'Autriche, la France, Monaco et d'autres pays qui soutiennent cette exposition, eh bien de l'exposer à l'UNESCO malgré le contexte actuel, malgré le couvre-feu, malgré le fait qu'on ne puisse pas rentrer dans notre bâtiment. Et donc, on a décidé de mettre 200
des portraits de rescapés de Luigi autour des grilles de l'UNESCO. L'idée étant de faire en sorte que l'UNESCO, c'est aussi un lieu de culture. Et puis, en cette journée-là, on se devait de la marquer. On se devait, pour le public parisien, de la marquer notamment. Et donc, on a essayé de faire de l'UNESCO, en quelque sorte, un musée à ciel ouvert pour mettre en œuvre ce travail que l'on considère comme étant un travail tout à fait exceptionnel. Luigi Toscano a recueilli aujourd'hui 400, a pris 400 photos de ce type. Et c'est véritablement très, très impressionnant. Donc, j'invite tous les internautes qui nous regardent à passer par l'UNESCO et à venir admirer ces grands et très, très, très émouvants portraits. Ouais, c'est une exposition saisissante à laquelle le CRIF a eu le plaisir d'être associé. Et c'est un travail assez exceptionnel. Et vous découvrirez notamment les portraits de 4 survivants français qui ont accepté de se faire tirer le portrait en 2020 par Luigi Toscano. Et donc, il y a quelques semaines, ils ont découvert leur portrait à l'UNESCO. Je crois que c'était un moment assez émouvant et particulier. Puisque, comme vous le disiez, il n'y a pas de cérémonie physique cette année autour du 27 janvier. C'était un moment où on a pu se retrouver un petit comité et commémorer voilà, cette mémoire et de repenser à tous ces gens, à toutes ces millions de petites histoires. Donc, un très, très beau projet qui donc, vous pouvez découvrir au siège de l'UNESCO. Je me tourne maintenant vers Robert et Ginès afin de savoir si nous avons des questions des internautes. Bonsoir Karel, bonsoir Marie-Sara. On a effectivement des questions, plusieurs. Je vais réunir 2 questions en une, si vous le permettez. La première concerne la formation des professeurs. Donc, vous avez beaucoup parlé, Karel. On a souvent entendu en France qu'il était difficile, voire impossible, d'enseigner la Shoah dans certaines classes ou dans certains quartiers. Quelle action menez-vous pour lutter contre ce genre de négation également? Et une autre question qui nous demande quels sont, puisque vous avez une vision mondiale de l'enseignement de la Shoah, les pays qui sont exemplaires dans l'enseignement de la Shoah et de la lutte contre l'antisémitisme, et peut-être nous dire pourquoi. Merci pour ces questions, qui ne sont pas des questions faciles. Alors, en ce qui concerne la formation des enseignants, effectivement, on nous a rapporté, on rapporte depuis plusieurs années des difficultés. Et je pense qu'il faut le reconnaître, et puis les institutions compétentes le reconnaissent. Je ne sais pas si on peut dire qu'il est impossible d'enseigner la Shoah. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi un enseignement qui se développe et qu'on l'enseigne de mieux en mieux. Mais effectivement, il faut arriver, dans certains cas, à surmonter des enjeux que l'on peut rencontrer de manière assez localisée. On l'a vu en France, on l'a vu en Grande-Bretagne, on le voit dans plein d'autres pays. J'allais dire, on le voit dans beaucoup de pays de l'Europe de l'Est, notamment, où ça soulève des enjeux identitaires assez complexes aussi. Et donc, l'effort que l'on poursuit à l'UNESCO, c'est d'essayer d'accompagner, pas nécessairement en direct les professeurs, mais au moins d'accompagner les institutions qui travaillent au niveau national à surmonter ce genre de difficultés. Et ce sont des enjeux pédagogiques. C'est-à-dire qu'il faut toujours être capable de se renouveler face à des générations qui changent, face à des populations qui changent, et puis considérer aussi qu'il y a simplement aussi le temps qui passe. Bientôt, les enfants n'auront plus d'interaction avec des rescapés, qui sont des gens qui font déjà partie d'un monde qui est quand même très, très différent de celui dans lequel les enfants naissent aujourd'hui, qui a 4 générations. Et on le voit d'ailleurs, toutes les recherches qui sont faites montrent qu'il y a effectivement des différences, pas forcément de connaissances, mais j'allais dire, de compréhension, d'appréhension de l'événement qui s'éloigne véritablement dans le temps. Et donc, notre grand effort, et c'est pour ça qu'on travaille avec le Mémorial de la Shoah, avec Yad Vashem en Israël, avec le Musée de l'Holocauste et plein d'autres organisations, et notamment des centres de recherche dans les universités qui travaillent sur ces questions-là pour pouvoir renouveler au mieux les pédagogies pour que les enseignants aient la capacité à terme de s'adapter à des publics qui sont différents. Donc, c'est une question, je dirais, beaucoup de méthodologie, effectivement, et c'est un travail technique et un travail de recherche qu'il faut effectuer. Il ne faut surtout pas laisser tomber. Alors, des pays exemplaires, il y en a beaucoup. En ce qui concerne la mémoire de la Shoah, naturellement, j'allais dire, le cœur de cette affaire, c'est l'Europe.
Israël et l'Amérique du Nord, et puis en partie l'Amérique latine. Il y a moins de pays dans le monde à l'effectuer. On a fait une cartographie de l'enseignement de la Shoah il y a quelques années à l'UNESCO. Je vous conseille d'aller sur notre site et de regarder un petit peu comment, d'abord, où la Shoah est enseignée, enfin du moins où elle apparaît dans les programmes, pas parce qu'elle apparaît dans les programmes qu'elle est enseignée, ça c'est une chose. Comment elle apparaît dans les programmes, sous quelle forme, comment est-ce qu'elle est comprise, comment est-ce qu'elle est appréhendée, comment est-ce que cette question historique est mise en valeur. Et donc ça, on a effectivement déjà une cartographie. Donc ça, je peux vous dire que il y a plus de 100, à peu près les 2 tiers des pays du monde qui mentionnent la Shoah dans leur programme scolaire. La plupart des pays européens aujourd'hui font du bon travail, à mon sens, dans la mesure où les matériaux sont disponibles dans leur langue. Il y a des mémoriaux, la documentation est libre, les archives sont relativement ouvertes. Il y a plein de problèmes, hein, ça c'est certain, il y en a toujours, mais les choses se font de manière relativement aisément, plus aisément aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Ça, je peux vous l'assurer. Mais ça, il faut le souligner. C'est pas, alors, c'est grâce à l'action d'organisations internationales comme les nôtres qui, naturellement, promeuvent ce travail-là. C'est grâce à l'action des gouvernements qui finissent, quand ils ne le veulent pas toujours, par accepter qu'il faut faire ce travail-là. Mais il faut rendre hommage, là, véritablement, au travail des chercheurs et au travail des mémoriaux, des musées, tels qu'en France, le Mémorial de la Shoah, ou de fondations qui sont derrière et qui financent tout ce travail, comme la Fondation pour la mémoire de la Shoah en France ou d'autres fondations à travers le monde. C'est parce que ces organisations-là, qui d'ailleurs souvent, je précise, ce n'est pas nécessairement le cas en France, mais c'est beaucoup le cas ailleurs, émanent directement de la communauté juive, que ces choses-là peuvent avoir lieu. Ce n'est pas simplement dû au bon vouloir des gouvernements. Donc ça, c'est important de le préciser. Et c'est grâce à ce travail-là et grâce à cette action, qui est aujourd'hui une action quand même conjointe, bien accompagnée, bien documentée, où on peut renouveler, ou si on renouvelle quand même beaucoup les matériaux, que ça peut se faire. Et je dirais, s'il y a des problèmes en Europe, qui demeurent des problèmes politiques, qui sont des problèmes effectivement qui sont extrêmement complexes à résoudre, c'est un enseignement qui se déroule plutôt bien. En matière de lutte contre l'antisémitisme, je dirais c'est autre chose. J'ai presque envie de dire que c'est presque plus difficile, parce qu'on est véritablement sur les questions contemporaines et travaillant sur les questions d'antisémitisme contemporain depuis quelque temps, comme je vous l'ai expliqué avec l'OSCE notamment, je vois bien que c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau pour un certain nombre de pays qui pourtant sont les premiers concernés par la question. Pourquoi? Parce qu'il est difficile, il a été difficile pour un certain nombre de gouvernements d'appréhender la question de l'antisémitisme comme telle. Alors, si vous permettez, Karel, on reviendra sur l'antisémitisme. J'ai une question entre-temps qui est posée sur Facebook et qui nous dit la chose suivante. C'est plus facile de faire ce travail en Europe, en Asie, mais comment atteindre les pays d'Afrique, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient? Alors, en Asie, je ne suis pas sûr que ce soit si facile, puisque c'est très, très éloigné. Alors, on le fait avec certains pays, mais encore une fois, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, ce sont des pays qui ont eux-mêmes mesurent la difficulté d'enseigner un passé traumatique local. L'Indonésie, j'en ai parlé, il y a le Cambodge, il y a d'autres pays comme ça. Et quand même, l'histoire juive, l'histoire de la Shoah, c'est quand même un petit peu éloigné. On le fait, ceci étant dit, autant que possible. Dans des pays d'Afrique, c'est pas en soi difficile. Encore une fois, il y a l'éloignement géographique. C'est pas leur histoire directement. Il faut pas oublier, c'est passé en Europe, pour l'essentiel, et en Afrique du Nord. Mais donc, ce n'est pas immédiatement leur histoire. Ce n'est pas chez eux que les communautés juives ont disparu. C'est chez eux qu'il y a les traces du crime. Mais il y a beaucoup de sensibilité à la question. Pourquoi? Parce que, encore une fois, parce qu'il y a des passés qui sont des passés extrêmement difficiles, des passés coloniaux, des passés de génocide. Je vais mentionner la Namibie tout à l'heure, des passés de l'histoire de l'esclavage, ce genre de choses, qui font qu'il y a quand même une certaine sensibilité à ces questions-là. On a travaillé avec beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne. Et aujourd'hui, je vais vous le dire, on est en train de développer un manuel, donc c'est à la demande de plusieurs États membres de la région Afrique. On est en train de développer un manuel sur l'enseignement des génocides en classe. Comment enseigner l'histoire de la Shoah, l'histoire du génocide au Cambodge, l'histoire du génocide des Héros et de Nama en Namibie, etc. etc.
la Shoah occupe une place centrale, et naturellement qu'elle occupe une place centrale, puisque c'est parce que la Shoah a eu lieu qu'on a aujourd'hui un système international tel qu'il existe aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un intérêt. Alors, le monde arabe, ça peut être un petit peu plus compliqué, naturellement, du fait peut-être d'une sensibilité accrue à la question du conflit israélo-palestinien, qui fait que la question est souvent un peu plus difficile à aborder dans ce contexte-là. Mais par contre, il faut reconnaître qu'il y a de plus en plus de travail de fait sur la question de l'histoire juive locale. Vous savez très bien que le Maroc, par exemple, il y a quelques semaines, a annoncé l'intégration de l'histoire judéo-marocaine dans les programmes scolaires du primaire dans les 3 langues, arabe, amazigh et français. Donc, il y a un travail en cours, et puis vous avez vu aussi hier les commémorations en ligne dans certains pays du Golfe. Donc il y a quand même, les choses bougent. Une dernière question, si vous me permettez, parce que la question est souvent posée. Comment, à l'UNESCO, intégrez-vous la définition de l'antisémitisme selon l'IHRA, l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, qui justement considère la haine d'Israël comme une forme d'antisémitisme, en précisant, je prends 2 exemples qui sont donnés, le reproche fait au peuple juif ou à l'État d'Israël d'avoir inventé ou exagéré la Shoah, et on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, ou le refus du droit à l'autodétermination des Juifs, affirmant par exemple qu'Israël est le fait d'une entreprise raciste. Comment est-ce que l'UNESCO, puisqu'on sait qu'en France, le président de la République en a parlé, que l'Assemblée l'a voté comme une résolution, comment est-ce qu'à l'UNESCO, vous utilisez la définition de l'antisémitisme, la working definition de l'IHRA? Il n'y a pas de reconnaissance officielle, au sens où, par exemple, vous l'avez mentionné, le Parlement français a pu prendre en considération, puisque ça n'a jamais été abordé, ça n'a jamais été apporté par des États membres comme une question à débattre. Par contre, effectivement, d'abord, on n'ignore pas cette définition parce que l'UNESCO est partenaire permanent de l'IHRA. Donc, on est là, on travaille avec eux. Et d'ailleurs, les matériaux qu'ils ont publiés récemment, notamment sur la question de la falsification de la Shoah, sont des matériaux qu'on a publiés en partenariat avec eux. Donc on est là, on est bien présent. Et en ce qui concerne cette définition, on l'a intégrée dans nos matériaux, elle est systématiquement intégrée dans nos matériaux relatifs à la prévention de l'antisémitisme par l'éducation. Pourquoi? Parce que c'est une définition de travail, comme vous l'avez dit, il faut la considérer comme telle. Et elle renvoie effectivement à différentes formes d'antisémitisme contemporain, et cela inclut aussi ce qu'on appelle les formes d'anti-israélisme, lorsque la question du conflit au Moyen-Orient est utilisée comme prétexte pour manifester son antisémitisme. Donc c'est quelque chose qui est effectivement pris en considération dans nos programmes. Merci beaucoup, Karel, pour ces réponses, et merci pour cette conversation éclairante, et félicitations pour tout le travail qui est fait par les Nations Unies et spécifiquement l'UNESCO sur ces questions-là qui sont essentielles. Merci à vous tous, les internautes, d'avoir suivi cette conversation. Je vous rappelle que vous pouvez découvrir l'exposition Lest We Forget sur les grilles de l'UNESCO jusqu'au 12 février. L'exposition est saisissante. Je vous recommande vivement une petite visite. J'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour une nouvelle conversation du CRIF. À très bientôt. Bonne soirée à tous.